Bienvenue, vous nous écoutez sur le www.radioalfayda.net. Alfayda, c'est la référence. Au tribunal des grandes instances de Kaolack, il est 12h00. Mesdames, Messieurs, merci de la confiance renouvelée à la radio Alfayda pour vous informer. Et vous avez fait le bon choix si vous nous rejoignez dans l'actualité de ce jeudi 13 juin 2024. Nous sommes ensemble pour une demi-heure d'information sur Alfayda FM. C'est l'heure du journal. Voici le sommaire. Sévices corporels et autres actes de violence et dégradants sur des enfants talibés. Des maîtres coraniques comparaissent bien des fois pour des pratiques que réprime la loi. Un maître coranique devant la barre au TJ de Kaolack. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, était à Kaolack lors d'un CRD spécial consacré à la gestion et à la prévention des inondations. 11e revue sectorielle du PACETEF, le directeur exécutif de la COSIDEP plaide pour un système éducatif inclusif et a souligné ses espoirs au nouveau régime. Sur l'international au Burkina Faso, l'enlèvement de l'oncle et ancien compagnon de lutte de Thomas Sankara, Moussibila Sankara, avait exprimé dans une lettre ouverte de sérieuses inquiétudes quant à la conduite du régime militaire. Et puis sport, demi-finale Coupe du Sénégal, Ferry Foot de Louga crée la surprise en éliminant le tenant du titre Jaraaf de Dakar. Le Niamour file en finale. La revue des quotidiens, dernière note de ce journal. Mesdames et messieurs, gardez votre confort d'écoute de développement, c'est dans une poignée de secondes. Le journal Serigne Moussa Kane. Devant ce micro, Sidhaj Libas Mbaye assure les opérations techniques. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Je vous l'annonce en titre. Dans le cadre de la lutte contre les inondations, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a présidé un atelier de présentation des résultats de la cartographie des risques d'inondation lors d'un CRD tenu à Kaolack. Alioune Badara Diop y était. Dans le cadre de la lutte contre les inondations au Sénégal, surtout dans la région de Kaolack et de Kaffrine, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a présidé un atelier de présentation des résultats de la cartographie des risques d'inondation dans la zone pilote. Dr Cheikh Tidiane Dièye. Déjà, la première pertinence, c'est que ce projet PEGIS et cet outil de la cartographie des zones inondables nous donne un instrument de connaissance, une connaissance très fine sur les zones inondables dans le pays, avec une précision quasiment jamais atteinte en matière de mesures pour voir avec précision quels sont les sites les plus exposés aux inondations à l'échelle du pays. Des startups mises en place pour mieux informer les populations. L'implication de ces jeunes Sénégalais par ces startups, ces petites entreprises positionnées dans le numérique et les technologies de télécommunication qui sont en train vraiment de faire un travail remarquable en développant des outils quasi inédits de suivi pour donner une information la plus exacte et la plus précise possible, la plus actuelle. C'est-à-dire qu'à temps réel, on peut savoir quel est le risque d'inondation, non pas seulement à Kaolack de manière générale, mais à Bongré ou à Medina Baye ou dans une autre localité de Kaolack. On peut avoir vraiment des réponses très fiables sur un certain nombre d'informations dont on a besoin. Et ces outils sont construits par des startups. 29 villes du pays rencontrent d'énormes problèmes causés par les inondations qui devient un défi pour le nouveau gouvernement. Un certain nombre, notamment 29, ont été identifiés à l'échelle du pays, mais il y a 7 sites qui vraiment ont fait l'objet d'une précision encore plus poussée de l'ordre de 2 cm et qui font qu'aujourd'hui on peut voir exactement partout où il y a des risques d'inondation et pouvoir avec cet outil de connaissance informer les populations et prendre les mesures au plan de la prévention, au plan de la mise en place du dispositif et préparer la population à ces risques. La gouvernance de Kaolack a abrité la rencontre en présence des autorités administratives, municipales et territoriales de la région pour éradiquer les risques d'inondation dans les 2 régions. En rencontre spéciale avec le ministre Cheikh Tidiane Dièye, ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, sur les résultats scientifiques sur la cartographie des zones inondables pour présenter l'instrument visant à améliorer la connaissance d'un risque d'inondation et réduire la vulnérabilité des territoires aux inondations.
Il y a également le fait que sur ces zones à l'échelle du pays, et en particulier les 7, notamment Kaolack et Kaffrine qui en font partie, Dakar, Joal et Tivaouane, Matam en fait partie, Diourbel et Touba en font partie, jusqu'à Kédougou, pour vous dire que c'est sur l'ensemble du pays que ce travail a été fait. Et la technologie utilisée est une technologie inédite avec le radar qui est en cours d'acquisition, qui pourra arriver au Sénégal très très bientôt, et tous les autres instruments qui sont mis à disposition dans le cadre de ce projet PEGIS qui est conduit par le ministère avec les partenaires, notamment l'AFD et IGN qui appuient le ministère dans ce cadre. Nous avons aujourd'hui un outil extrêmement sophistiqué et très important puisque le phénomène des inondations est un phénomène extrêmement complexe et jusqu'ici la prise en charge, c'est vrai, elle se faisait avec des résultats assez appréciables, mais on avait beaucoup investi sur l'infrastructure. Mais aujourd'hui, il est évident que l'infrastructure seule ne peut pas permettre de résoudre tous les problèmes. Il faut aller aussi vers l'approche avec les communautés, et pour pouvoir impliquer les communautés et les préparer à être des acteurs de prévention, de suivi, mais également de pouvoir prendre toutes les mesures, il faut que ces acteurs aient de l'information. Et c'est pourquoi cette connaissance scientifique, parce qu'on avait des informations peut-être avec l'expérience des années après années, mais aujourd'hui avec cet outil, avec les mesures précises que cela nous permet de donner, on est sûr, avec les approches scientifiques qui ont été développées, de pouvoir dire voilà les niveaux de précipitation auxquels on peut s'attendre, voilà les quartiers qui pourraient être concernés, on peut savoir avec précision quelle est la nature du risque, le degré de plausibilité et de probabilité de survenue de ce risque, et vous savez que tout ça permet aux populations d'avoir une culture du risque inondation, et ça c'est très important de les outiller à pouvoir avoir cette culture du risque inondation, et cela leur donne aussi la possibilité de pouvoir, disons, être plus résilients pour pouvoir prendre les dispositions appropriées avec l'appui du ministère, avec toutes les parties prenantes, les autorités administratives et les autorités locales, avec les techniciens des différentes structures du ministère pour pouvoir anticiper et trouver des solutions. À l'instant, le ministre Cheikh Tidiane Dièye qui a saisi cette occasion pour revenir sur l'accès à l'eau potable qui constitue, selon le ministre, un défi important pour Kaolack comme pour beaucoup d'autres localités du pays et une priorité pour le gouvernement. Toutes les régions du Sénégal font face à des défis importants en matière d'accès à l'eau potable. Alors c'est un défi important pour Kaolack, comme ça l'est pour beaucoup d'autres localités. C'est vrai, je parlerai de Kaolack puisque je suis à Kaolack, mais toutes les régions du Sénégal font face à des défis importants en matière d'accès à l'eau potable. C'est un problème qui a été là depuis très longtemps. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, dans le projet porté par le président Bassirou Diomaye Faye, vous avez vu vraiment toute l'ambition qui a été placée dans la maîtrise de l'eau. Non seulement de l'eau potable, mais au-delà, même de l'eau pour l'irrigation. Parce que si on veut faire un Sénégal souverain avec garantir la souveraineté alimentaire, il faut cultiver hors des saisons de pluie. Il faut maîtriser de l'eau pour ça. Kaolack reste un problème qu'on a connu depuis toujours sur la qualité de son eau. Et c'est pour cette raison que l'ambition, c'est de vraiment faire, dès qu'on passera ces premiers mois où nous sommes en train d'évaluer, nous sommes en train de finaliser et d'affiner nos solutions, nous procéderons effectivement à des chantiers de grande envergure sur Kaolack, à la fois pour assainissement mais accès à l'eau potable. Et nous avons déjà identifié des solutions qui seront structurelles et durables, notamment des possibilités de transfert d'eau, puisque l'eau à Kaolack n'est pas très appropriée, mais dans des zones pas très loin, il y a de l'eau pure et en grande quantité et qui pourrait faire l'objet d'exploitation et de transfert vers Kaolack. On a déjà eu des expériences similaires entre la ville de Mbaké et un champ captant qui est à Sadio, où des forages ont été faits parce que cette eau était de qualité meilleure que Mbaké et l'eau a été drainée pour alimenter Mbaké. Kaolack, on a aussi des initiatives de cette nature et mes équipes y travaillent d'arrache-pied et dans un délai très court. On ne veut pas s'engager puisque nous venons d'arriver et nous connaissons le problème et que les solutions sont en cours d'affinement, parce qu'on les connaît déjà, et dans un délai très très proche, Inch'Allah, la question de l'eau potable à Kaolack sera aussi résolue, comme ce sera le cas dans les autres localités, Fatick qui n'est pas loin d'ici, mais aussi d'autres villes du Sénégal qui connaissent ce genre de difficultés. Voilà, donc on va encore patienter un tout petit peu, mais nous pouvons vous garantir que c'est une priorité pour le gouvernement et l'eau à Kaolack sera aussi résolue, comme on a l'ambition de résoudre beaucoup d'autres, de tous les problèmes qu'on a retrouvés, Inch'Allah, ici en arrivant. L'actualité régionale, nationale, c'est sur Alfayda FM 90.1. Émettons depuis Medina Baye, immeuble Cheikh Imam Hassan Cissé, studio Ali Momar Alilo. Sur les pendules de la mairie de Kaolack, il est exactement 12h passé de quelques 9 minutes. Subvention d'un club très remonté contre les autorités municipales. Le président de la section football de KFC et membre de CG Disc, Abdoulaye Cham. Maintenant, on était là. Du secrétaire général de la mairie sur les subventions. Les autorités municipales n'ont pas tenu parole par rapport aux subventions des clubs. Maintenant, on était là ce matin pour rencontrer la mairie de Kaolack. Malheureusement, le maire n'est pas là, mais on a pu rencontrer Mbaye Gueye,
Gueye, l'adjoint au maire responsable de la santé, et on a discuté largement sur le problème des subventions. En premier lieu, on était venu pour le voir, pour lui manifester d'abord notre mécontentement par rapport à la gestion nébuleuse de ces subventions. En deuxième temps, essayer de trouver un terrain d'entente, une solution pour qu'il nous paye notre argent. Et je rappelle que l'argent là, c'est pas pour la mairie, c'est pour les clubs, c'est pour les ASC. Et malheureusement, on n'a pas eu de satisfaction. Parce que ce qu'il a dit est clair. Ce qu'il a dit que là, on ne peut pas nous payer avant la fête de Tabaski. Alors que les engagements ont été depuis très longtemps. Et ce qui est malheureux, c'est pourquoi maintenant les subventions sont inscrites au niveau du fonds de dotation. C'est ce qui est malheureux. Alors qu'il y avait une ligne à travers laquelle on paye les subventions. Mais aujourd'hui, on nous a inscrits maintenant sur les fonds de dotation. Et qui dit fonds de dotation dit que c'est l'argent que l'État donne alloue aux mairies. Maintenant, actuellement, vu la situation qui se passe au Sénégal, il y a une situation financière très délicate. Tous les comptes sont bloqués. Et on nous dit maintenant, vous attendez le fonds de dotation. Et quand est-ce que ces fonds-là seront libérés? Et quand est-ce que ces fonds seront disponibles? Et ça veut dire qu'on peut rester jusqu'au mois de décembre sans percevoir notre subvention. Et ce qui est bizarre aussi, pourquoi on paye les subventions après le championnat? Alors que les subventions, je pense que c'est pour aider les clubs à dérouler sur le plan financier leurs activités. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils attendent la fin du championnat pour subventionner. Et ce qui a même répercuté sur les résultats des clubs ici à Kaolack. À l'occurrence TP Diamono, Kaolack FC, Zénith, Keur Samba. Mais on n'a pas pu accéder à un niveau supérieur. C'est à cause de ça. Nous n'avons pas de moyens. Au micro de Cheikh Tidiane Diagne, selon toujours lui, le comité de gestion et de défense des intérêts du sport et de la culture qui était en conférence de presse hier compte battre le macadam pour réclamer leurs droits. À la sortie de cette conférence de presse, nous allons signer une pétition et nous allons aussi déposer au niveau de la préfecture que nous allons effectuer une marche pour manifester notre mécontentement par rapport à la gestion de manière globale du sport de Kaolack au niveau de la mairie. Bon, le montant pour les subventions, 70 millions. Ils ont déjà payé les navétanes, mais il reste 33 et quelques. Et ces 33 millions-là sont alloués pour la subvention des clubs. Mais malheureusement, on n'a pas encore reçu. Et il faut qu'ils nous donnent des éclaircissements par rapport à cet argent, où se trouve l'argent. Et où ils ont mis l'argent. Il y a aussi un problème d'infrastructure ici à Kaolack. On ne peut pas jouer dans nos stades. On joue à Kahone, dans un stade qui ne répond pas aux normes. Stade qui n'est pas gazonné. Stade qui ne répond pas aux normes. Et ça fait un problème pour nous pour pratiquer le sport correctement à Kaolack. Et nous lançons un appel à monsieur le maire de la commune de Kaolack, à l'occurrence Serigne Mboup, de nous aider, de nous libérer rapidement, le plus rapidement possible les infrastructures et de nous payer les subventions à temps. Pourquoi pas le début de l'année ou bien à mi-championnat? Ils nous payent nos subventions et pour que cela, les clubs pourront débuter et pourront dérouler leurs activités correctement. Maintenant, en plus, je voudrais, avant de terminer, signaler aussi l'attitude du SG, du secrétaire général de la mairie, son arrogance. Il est trop arrogant avec les gens parce que là, nous sommes des responsables. Quand nous venons le voir pour discuter sur un problème actuel, il doit nous expliquer exactement ce qui se passe, mais il nous répond avec arrogance, avec beaucoup de discours. Et là, on ne l'acceptera pas. Pour les subventions, du moins, la commission a déjà fait son travail, mais c'est la mairie qui reste. Donc il faut qu'il nous donne nos subventions le plus rapidement possible. Au micro de Cheikh Tidiane Diagne, Abdoulaye Thiam en a profité également pour lisser les maux dont souffre le sport à Kaolack. Cheptel, abondant, mais prix élevé. Certains citoyens passent des heures à chercher un mouton abordable, souvent en vain. Abdou Diallo souligne le contexte socio-économique sur la cherté des moutons. Il réclame également l'éclairage de la zone de Kahone pour plus de sécurité. Il est ici au micro d'Alun Badara Diop. Ce qu'on peut constater par rapport aux années passées, c'est éventuellement peut-être, on a remarqué que peut-être en regardant de visu, si on compare l'année dernière et cette année à la même période, on remarque que peut-être il y a un peu encore de manquement par rapport à ce qu'on avait constaté l'année dernière. Jusqu'à présent, le Daral n'est pas encore rempli à 100% par rapport à l'année dernière, mais jusqu'à présent. Bon, certainement, tu sais, c'est des contextes socio-économiques, c'est généralement la cherté de l'activité de l'élevage caractérisée par une hausse exponentielle des prix des aliments de bétail et éventuellement le coût excessif des frais de survie des animaux. Pratiquement, quand un groupe éleveur qui fait pour sa consommation journalière 2 à 3 sacs d'aliments par jour, il préfère laisser jusqu'à peut-être 5 jours que ça reste pour amener ses bétails. Alhamdulillah, les éleveurs en remercient les autorités étatiques, même si le ratio n'est pas très satisfaisant, néanmoins c'est une aide. On ne fait que les remercier. Oui, là, c'est que la gendarmerie est là, les forces de défense sont
là. La sécurité, c'est en quelque sorte une action combinée qui doit être menée entre les forces de défense et de sécurité et la population et l'ensemble des gens qui gravitent autour du marché. Oui, l'eau et l'électricité, ça va, mais tu sais, l'électricité, c'est quelque chose il y a toujours des manquements. Par exemple, ici, si c'est clair, tu vois une autre zone à côté qui est un peu sombre, donc c'est toujours une demande. Si on pouvait faire, même en dehors du Daral, là où pratiquement sur ces plateformes-là, entre le Daral et le village de Kaon, si on pourrait éclairer, par exemple, ces champs-là, ce serait encore un mieux. Ce serait plus qui va favoriser encore un peu la sécurité. Vraiment. Les prix varient de combien? Il y a tous les prix, il y a toutes les bourses. Comme on ne peut pas situer les prix, mais il y a tous les prix. Et vraiment, c'est pas trop cher, malgré que l'aliment de bétail coûte excessivement cher pour les éleveurs. Vous suivez le journal. Sur Al-Fayda FM, la radio qui vous informe partout que vous soyez. Et si vous nous rejoignez dans l'actualité de ce jeudi 13 juin 2024, l'info se poursuit. Éducation, nous en parlons dans ce midi. La 11e édition de revue sectorielle du PACATEF tenue au CICAD à Diamniadio était une occasion pour le ministre Moustapha Mbaba Guirassy de dresser un bilan des projets réalisés. Belle opportunité pour repenser le secteur de l'éducation et de la formation en rapport avec les acteurs du secteur, d'abord les 4 ministères, le ministère de l'enseignement supérieur, le ministère de la formation professionnelle, le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de la Famille. Mais c'est aussi en compagnie d'autres acteurs, les PTF, les partenaires techniques et financiers, les syndicats d'enseignants, les parents d'élèves et la société civile. Globalement, ça a été l'occasion de faire un premier bilan très satisfaisant de l'évolution du secteur en 2023 et les perspectives donc de 2024. C'est pour 48 heures. Ils vont continuer à faire les travaux. Donc, c'était la première journée. Je dirais même juste le lancement et l'ouverture donc de ces 48 heures de présentation de ce qui a été fait et de discussion sur les perspectives à venir. Beaucoup d'activités qui se font de façon disperse et malheureusement pas assez bien rationalisées pour encore une fois venir reverser le tout dans la corbeille donc qui doit impacter encore une fois l'enfant. Ça a aussi été le lieu de donner une orientation suite à celle du chef de l'État. Une orientation qui met en avant l'importance et la centralité de l'enseignant. L'enseignant qui est le lieu où on doit cristalliser toute notre volonté de changement, qui doit être le père, la mère, qui doit être la société, qui doit être la communauté, qui doit comprendre et acquérir tous les savoirs et savoir-faire, savoir-être. Il doit être celui-là qui doit cristalliser tout cela. Donc, il devient un maillon extrêmement important de la chaîne de transmission. Il doit aussi être en mesure de transmettre ses savoirs, ses savoir-faire et savoir-être à l'enfant. Vous voyez donc qu'en amont comme en aval, l'enseignant est au cœur du processus de transformation. Le ministre Moustapha Mbaba Guirassy au Centre international de conférence Abdou Diouf de Diamniadio, il ajoute avec la nouvelle vision fondée sur le projet de transformation systémique, la présente édition, un tournoi décisif pour le renouveau du système éducatif. Réécoutons-le. Le mettre dans les conditions d'acquisition donc de ses savoirs, de ses savoir-être et savoir-faire. Le motiver parce que c'est un humain, c'est quelqu'un qui doit être dans les conditions d'acquisition et aussi toute la motivation pour transmettre et toute la formation aussi qui sied par rapport à l'inclusion. Il y a différentes catégories d'enfants que nous avons, certains en situation de handicap, d'autres qui sont dans d'autres situations. Donc l'enseignant doit être au cœur de tout ce processus-là, il devient central. Ça a été le lieu de rappeler à nos partenaires, donc les syndicats d'enseignants, que jadis peut-être on les voyait de loin comme des adversaires parfois, des gens suspects, mais il faut désormais changer de vision, les voir en fait comme de véritables partenaires, les premiers partenaires d'ailleurs pour cette transformation. Donc encore une fois, il y a eu beaucoup de questions qui ont été soulevées, qui sont extrêmement importantes, mais c'est quelques orientations qui ont été données à l'ensemble des acteurs ici présents pour que ensemble nous puissions transformer donc cette école. Transformer l'école d'un point de vue digital, mais ce digital-là, encore une fois, ne doit pas tuer ou doit venir
en appoint ou renforcer en fait une logique, des méthodes, une envie, une détermination, une façon de voir. Et rien ne peut remplacer la détermination et l'empathie de l'homme et des acteurs du secteur. Comprendre que tous les secteurs qui sont évoqués et qui sont des secteurs vitaux, l'agriculture, l'élevage, l'industrialisation, tout ce qui est évoqué pour porter une nation de l'avant, rien ne pourra se faire si le capital humain n'est pas formé pour porter en fait ces questions-là. Donc, encore une fois, la centralité de l'éducation, elle est de rigueur, elle est importante et nous devons tous le comprendre, tous œuvrer donc pour cette transformation. Cette 11e revue doit donc être une revue classique, comme on le fait de bilan et de statistiques. Mais attention, il faut aussi revoir notre façon d'évaluer le système. Donc, l'évaluation qui ne doit plus reposer sur simplement la réussite scolaire, mais qui doit de plus en plus aller dans le sens d'évaluer et d'apprécier donc une réussite éducative, parce que, in fine, il s'agit bien d'éducation, de système d'éducation et d'éducation, pas d'enseignement. Éducation, nous y sommes et nous y restons. Venus prendre part à la cérémonie de cette 11e édition de la revue sectorielle du PACATEF, le directeur exécutif de la COSYDEP, Cheikh Mbaw, dira au ministre que le concept Djoubanti doit être appliqué au système éducatif pour permettre d'enregistrer des pas idéaux. Monsieur le ministre, vous avez déclaré la jeunesse, l'éducation et la formation comme votre priorité. Cela nous rassure. Mais cela doit nous inviter justement en termes de Djoubanti à faire en sorte que l'effectivité du droit à l'éducation pour tous soit une réalité. Les enfants hors école, les enfants hors système, les enfants qui ne sont dans aucune structure éducative. Cette question, certainement, fera l'objet de Djoubanti. Djoubanti par rapport au taux d'analphabétisme, nous le savons. Donc la problématique du droit à l'éducation pour tous, nous pensons que va bénéficier évidemment de mesures fortes. Monsieur le ministre, vous nous avez dit que vous allez prôner la digitalisation, ce que nous avons aussi salué. Appliqué au système, toujours dans le principe de Djoubanti, cela permettra certainement de renforcer la modernisation du système éducatif, de contribuer à diligenter le traitement des dossiers, mais surtout de constituer une source de solutions face à la lancinante problématique de l'état civil. Monsieur le ministre, vous nous avez dit, vous avez décliné une vision très ambitieuse que nous avons tous saluée. Société éducative, un système éducatif qui soit connecté aux autres secteurs. Nous pensons que cela invite évidemment, en termes toujours de Djoubanti, d'engager courageusement et de manière diligente le processus de refondation du système éducatif. Il est temps qu'on puisse profiter, par exemple, de ces 3 mois de vacances scolaires pour engager une réflexion collective sur cette demande des communautés. Nous ne cesserons de le répéter. Nos patrons, nous du système éducatif, les commanditaires du système éducatif, les bénéficiaires du système éducatif, ce sont les citoyens. Monsieur le ministre, vous nous avez dit que vous vous engagez aussi pour l'équité et la justice. Cheikh Mbaw, directeur exécutif de la COSYDEP, a déclaré que l'État doit prendre en compte d'autres priorités qui sont la vulnérabilité des individus, selon leur spécificité, de mener la gestion des enseignants et des enseignants décisionnaires. L'équité et la justice, monsieur le ministre, doit nous inviter, en termes de Djoubanti, à adresser la problématique de la vulnérabilité. Il y a des enfants qui sont particulièrement vulnérables. Filles, enfants handicapés, minorités culturelles, enfants orphelins. Nous pensons qu'il faut avoir un dispositif sensible qui accompagne ces individus vulnérables. Vulnérabilité des individus, c'est des enseignants qui sont vulnérables. Nous pensons aux décisionnaires. Mais vulnérabilité aussi des zones. Il y a des zones qui sont particulièrement vulnérables. Nous pensons aux îles, au monde rural, aux zones frontalières. Il nous faut évidemment tous nous dire que quand nous parlons d'éducation, c'est de l'humanisme, c'est de la générosité. Donc nous devons avoir une attention pour les plus démunis, en termes aussi de zones. Mais vulnérabilité aussi des offres, monsieur le ministre. Aujourd'hui, il est important qu'on puisse revaloriser l'offre publique d'éducation. Regardons nos écoles publiques, elles ne sont plus attrayantes. Et donc, sous cet angle-là, nous pensons, nous vous l'avions déjà dit, que nous sommes en train d'imaginer disposer, pendant ces vacances scolaires, d'écoles vertes. D'écoles qui soient capables de se constituer en laboratoire face aux crises multiformes que nous sommes en train de vivre. Monsieur le ministre, je voudrais juste terminer par dire que l'esprit qui est aujourd'hui prôné, c'est un esprit, évidemment, qui nous rassure. Et si cela se maintenait, cela nous permettrait de bénéficier d'un ministre manager, un ministre qui valorise toutes les catégories d'acteurs, un ministre qui écoute tout le monde. Mais cela nous permettrait aussi d'avoir un système éducatif suffisamment robuste, résilient, un système éducatif qui permette à chaque enfant de se faire, parce que cela est possible. Je voudrais encore une fois vous dire tout l'espoir qui est suscité. Et nous sommes persuadés que si nous continuons évidemment à faire prévaloir le dialogue et la concertation, nous arriverons ensemble à relever les défis. Le directeur exécutif de la COSYDEP lors de la cérémonie de la 11e édition de la revue sectorielle du PACATEF Vélingara. Il y a 12h23, les membres du PASTEF ont organisé une journée de don de sang. D'après le secrétaire exécutif du centre de santé, tout est sorti du dialogue communautaire qui a été tenu. Modibo Traoré,
je vous propose d'écouter au micro de Babacar Diouf. Comme vous l'avez constaté, cette journée de don de sang s'inscrit dans le cadre de l'exécution de notre plan d'action que nous avons élaboré. Un plan d'action qui nous permet d'être très proche de la population, donc en menant des activités citoyennes, parmi lesquelles, comme vient de le dire mon frère Matar Diao, le secrétaire exécutif du CDS, on avait fait un set-setal. Au-delà de ça aussi, on avait programmé cette journée de don de sang. Donc c'est collaboration avec le district de santé qu'on a tenu cette activité. Vraiment, c'est une activité à laquelle nous accordons une grande importance parce que, comme il vient de le dire, c'est une activité hautement humanitaire parce que chacun parmi nous peut se trouver dans une situation où il aura besoin d'être accompagné, d'être sauvé avec une transfusion sanguine. Et ceci ne dépend pas de votre appartenance politique, ni ethnique, ni religieuse. Maintenant, donc, pour répondre à votre question, nous, certes, on est là en tant qu'organisation politique, mais les activités que nous menons, sont des activités citoyennes pour être proche quand même de la population. Donc, grosso modo, c'est ça. Et comme vous l'avez constaté, il y a vraiment une mobilisation très forte. Les populations ont répondu. Au-delà même de nos militants, les gens sont venus et vraiment nous remercions tout le monde. Nous remercions tout le monde en commençant d'abord par le médecin-chef du district de Saint, en passant par Matar Diao, qui est le secrétaire exécutif du comité de développement sanitaire. Vous suivez le journal. Sur Radio Al-Fayda à Kaolack. Vous nous suivez également sur le www.radioalfayda.net. L'info se poursuit. Direction TJ de Kaolack, sévices corporels et autres actes de violence et dégradation sur des enfants talibés. Hier, à l'audience des flagrants délits du tribunal de grande instance de Kaolack, un maître coranique à la barre, il sera édifié sur son sort le 21 juin. Les détails dans la chronique judiciaire de ce jeudi avec Naïfatou Sissé. Il est certes rare de voir comparaître à la barre du tribunal des flagrants délits un maître coranique poursuivi pour des faits de sévices corporels et autres actes de violence sur un enfant talibé. Mais l'absence de la récurrence de cet état de fait ne signifie pas que ce genre de pratique n'existe plus dans les dards. Souvent, la justice n'en a tout simplement pas écho. Ces propos et d'autres ont émaillé le procès d'un maître coranique de 40 ans hier mercredi. Si lors de l'instruction d'audience, il n'est pas ressorti des débats l'existence de coups et blessures volontaires, le prévenu n'a pas nié avoir enchaîné son élève talibé en guise de correction. Ce dernier, âgé de 7 ans tout au plus, réussira à s'enfuir une nuit avec ses chaînes sur la route menant à son village. Des personnes l'amèneront à l'AEMO. L'enquête ouverte aboutira à l'arrestation du maître coranique qui, à la barre hier, a reconnu les faits tout en s'amendant d'avoir eu recours à une pratique que la loi sanctionne avec toutes les conséquences que cela peut avoir sur l'enfant. Le père de la victime à l'audience a essuyé les réprimandes du tribunal qui fustigera son comportement. De ses déclarations durant les 4 ans que son enfant a été au Dara, il n'y a jamais mis les pieds. Il n'a jamais contribué à sa nourriture, son habillement et ne s'acquittait même pas d'une modique participation pour le maintien de son enfant. Le maître coranique, à l'issue de son procès, lui, est retourné en prison. Le tribunal ayant mis l'affaire en délibéré à la date du 21 juin à l'audience spéciale et pour cause de la Tabaski. Lors de cette audience d'hier mercredi, 2 jeunes qui s'essayaient à l'agression avec une arme blanche en coupe ont été reconnus coupables des faits à eux reprochés. Poursuivis en effet pour association de malfaiteurs et vol en réunion, la juridiction les a condamnés à une peine de 3 ans ferme. Là où le parquet qui qualifiait les faits de graves avait requis 5 ans d'emprisonnement. Actualité internationale. Sur l'international, au Burkina Faso, l'enlèvement de l'oncle et ancien compagnon de lutte Thomas Sankara, Mouchibila Sankara, avait exprimé dans une lettre ouverte de sérieuses inquiétudes quant à la conduite du régime militaire. C'est une série de brèves réalisées par nos partenaires de la Voix de l'Amérique. En Guinée, le Premier ministre Amadou Ouriba a refusé hier de s'engager formellement sur un retour des civils au pouvoir en 2025, alors que le départ des militaires initialement prévu d'ici à la fin de l'année a déjà été repoussé. Actualité
internationale. Au Burkina Faso, Mousbila Sankara a été enlevé mardi par des individus disant appartenir au service de renseignement. Âgé de 74 ans, l'ex-diplomate et compagnon de lutte du père de la révolution burkinabé, Thomas Sankara, tué en 1987, a été enlevé aux environs de 5 heures du matin à son domicile à Ouagadougou par des individus affirmant être des agents de l'ANR, l'Agence nationale de renseignement. C'est ce qu'a affirmé un de ses proches, ajoutant qu'au départ, il s'agissait d'aller l'entendre et de le ramener en fin de matinée du mardi. Mais depuis lors, on n'a plus de ces nouvelles, a-t-il poursuivi, dénonçant un enlèvement et appelant à sa libération immédiate. Mi-mai, Mousbila Sankara avait exprimé dans une lettre ouverte de sérieuses inquiétudes quant à la conduite du régime militaire au pouvoir dirigé par le capitaine Ibrahim Traoré. Actualité internationale. En République démocratique du Congo, au moins 80 personnes sont mortes dans le naufrage d'une embarcation près de la cité de Mouchié, dans la province du Mai-Ndombe, dans l'ouest du pays. En Afrique du Sud, le parti nationaliste Zulu Inkatha, qui dispose de 17 sièges sur 400 à l'issue des législatives, s'alliera à l'ANC, a perdu sa majorité historique pour former un gouvernement de coalition. Actualité internationale. Les dirigeants des pays du groupe des 7, Allemagne, Canada, États-Unis, France, Italie, Japon et Royaume-Uni, se réunissent ce jeudi et ce jusqu'à samedi dans le sud de l'Italie. Ils ont en prélude à ce sommet trouvé un accord sur le décaissement de 50 milliards de dollars pour l'Ukraine via l'utilisation d'actifs russes gelés, a annoncé hier soir la présidence de la République française, précisant que ce décaissement interviendrait avant la fin de 2024. Actualité internationale. Le Premier ministre britannique Rishi Sunak va annoncer lors de ce sommet du G7 en Italie une nouvelle aide bilatérale allant de 286,5 millions d'euros pour soutenir l'Ukraine, a indiqué le Downing Street hier soir. Cette aide doit permettre de répondre aux besoins humanitaires, énergétiques et de stabilisation immédiate de l'Ukraine et jeter les bases d'une reprise et d'une reconstruction économique et sociale à long terme, a indiqué dans un communiqué donc le Downing Street. Actualité internationale. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken s'est dit déterminé à faire pression pour un cessez-le-feu à Gaza après 8 mois de guerre. Concluant à Doha une tournée dans 4 pays dont Israël, Blinken a affirmé que Washington travaillera avec les autres pays médiateurs, le Qatar et l'Égypte, pour parvenir à un accord de cessez-le-feu. Mardi, le Hamas a annoncé avoir remis au Qatar et à l'Égypte sa réponse au plan annoncé le 31 mai par le président Joe Biden. Le contenu de la réponse du Hamas n'a pas été révélé. Mais Blinken a déclaré à Doha que certains changements réclamés par le Hamas étaient réalisables. D'autre part, le plan du président Joe Biden prévoit dans une première phase un cessez-le-feu de 6 semaines accompagné d'un retrait israélien des zones densément peuplées de Gaza, la libération de certains otages retenus à Gaza et la libération de Palestiniens emprisonnés par Israël. Et sport. Sur Radio Al-Fayda à Kaoula. 12h38 au stade Amadou Barry, une page sportive que nous ouvrons avec les demi-finales de la Coupe du Sénégal. En senior hier, le Ferrofoot de Louga ont créé la surprise en battant le tenant du titre Jaraaf de Dakar à la séance des tirs au but 5-3. À la fin du temps réglementaire, les deux équipes se sont quittées sur le score de 0 but partout. La deuxième demi-finale se joue ce soir à 17h entre la Jeanne d'Arc de Dakar et le Mbour Petite Côte à 17h au stade Amadou Barry. Coupe du Sénégal toujours chez les dames en quart de finale hier senior USPA et KFC ont fait match nul 1 but partout et c'est l'USPA qui se qualifie à la séance des tirs au but 3 contre 0. Aigle de Médina a laminé les Amazones de Grand Yoff 6-0. Casa Sport écrase AFA de Grand Yoff 4-1. 8e de finale Coupe du Sénégal, nous sommes en handball. En dames, Isaac a été battu par le Diamono 20-27. Chez les hommes, Sacré-Cœur perd devant Saltigué 24-26. Statembourg bat Gaston Berger 21-14. Sem Djamagan s'incline devant la Jeanne d'Arc de Dakar 26-29. Le match US Rail Dissau en dames est reporté jusqu'au 26 juin. Mercato, Papa Demba Camara, 31 ans, le gardien de but formé à Sochaux, rejoint le club valenciennes. Olympique de Marseille a décidé de conserver Iliman Ndiaye après avoir reçu
plusieurs offres pour l'international sénégalais. Mori Diaw pourrait quitter Clermont Foot cet été après la relégation du club en Ligue 2. Le RC Lens serait le principal candidat pour recruter l'international gardien de but, Mori Diaw. 12h34, tout de suite la revue de quotidien. La revue de presse. L'Obs place le soleil sur le quotidien, Walf le matin. La presse du jour, lue et parcourue en 3 minutes 8 secondes. Bonjour et bienvenue. Baisse des prix au Sénégal, les mesures annoncées ce jeudi. Le gouvernement donne ses résultats aujourd'hui. Concernant cette baisse du coût de la vie au Sénégal, une grosse annonce du chef du gouvernement pour soulager les ménages. Une salve de mesures annoncées aujourd'hui affiche en une Tarali Nekay. Ces derniers jours ont-ils été difficiles jusqu'à ce qu'il décide hier en Conseil des ministres d'alléger le fardeau financier des Sénégalais avant la Tabaski, s'interroge le Dakarois. La pression se fait-elle sentir au sommet? Économie, on en parle dans cette revue des titres. Rapport 2023 sur la situation économique du Sénégal. Des perspectives de croissance annoncées par la Banque mondiale, écrit le quotidien Grand Panel. Selon l'enquête, le Sénégal se projette à 7,4% en 2024 et 2026. Croissance à court terme, les perspectives, la situation économique de la région de Thiès, Diourbel et Kaolack. Détail à lire dans Libération qui ce matin met en évidence les révélations de la Banque mondiale. Polémique tout autour du franc CFA. Dans un dossier amplement détaillé par Grand Panel, des activistes africains occupent les plateaux de télévision et les réseaux sociaux pour réclamer la souveraineté monétaire de la zone CFA. Il s'agit là d'un débat plusieurs fois soulevé et qui pour le journal manque de pertinence sous l'angle évoqué par certains acteurs. Or, la souveraineté monétaire exige des préalables que les dirigeants semblent ignorer. Le quotidien Barassa Une. La souveraineté monétaire ne se décrète pas. Parlons d'un autre sujet au menu de plusieurs quotidiens. Hydrocarbures au Sénégal. Prochaine session sur l'exploitation des ressources pétrolières et gazières. Diomaye prévoit de réviser la composition du COS Pétrogaz, informe le Dakarois. Dans le regard sur le comité d'orientation stratégique du pétrole et du gaz, le président de la République veut une gestion intelligible. Par rapport au champ pétrolier de Sangomar, Libération fait savoir que la Petrosen a emprunté 450 millions de dollars à l'opérateur Woodside. Après le groupe Avenir Communication, les comptes de Walfadjri également bloqués, souligne le public. Les comptes bancaires de Walfadjri bloqués, ceux de GFM, des médias et de la RTS dans la ligne de mire du gouvernement d'Ousmane Sonko qui cherche du fric à tout va. Le coup KO contre la presse en gestation. Lit-on ce matin dans Source A. Tabaski 2024, les prix du transport flambent, constate le regard et révélation. Insécurité routière, accident de la circulation à Dakar. Walfadjri quotidien nous renseigne que rien qu'en 2023, 201 décès ont été enregistrés. Enfin, terminons en sport. Éventuel report de la CAN 2025. Le Dakarois se pose la question à savoir si la FIFA n'a pas la mainmise sur la CAF. Pendant ce temps, le quotidien sportif Le Stade s'interroge également sur l'avenir de Mané et Barassa Une. Quel avenir pour Sadio Mané? C'était tout pour la revue des titres. Merci de l'avoir suivi et très bonne lecture. 12h37, c'est la fin de cette édition. Merci à Sédihaj Libas Mbaye qui en a assuré la partie technique. La rédaction en chef a été assurée par Elhadji Ibrahima Gaye. Était devant ce micro Serigne Moussa Kane. L'info revient dans moins de 20 minutes. Ce sera en Wolof avec Mariam Abad. Tout de suite, le rappel de ce qui a fait l'essentiel de ce 12 heures. Sévices corporels et d'autres actes de violence et dégradants sur des enfants talibés. Des maîtres coraniques comparaissent bien des fois pour des pratiques que réprime la loi. Un maître coranique devant la barre au TJ de Kaolack. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, était à Kaolack lors d'un CRD spécial consacré à la gestion et à la prévention des inondations. 11e revue sectorielle du PACETEF, le directeur exécutif de la COSIDEP plaide pour un système éducatif inclusif et a souligné ses espoirs au nouveau régime. En seconde partie, vous avez suivi l'actualité internationale, la page sportive et la revue des quotidiens. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir accueillis dans l'intimité de chez vous. Excellente suite des programmes sur la 90.1.
Le journal. Serigne Moussa Kane.